Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Bonsoir Oleksiy Reznikov. Bienvenue sur BFM TV, monsieur le ministre de la Défense ukrainien, et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous achevez aujourd'hui votre visite en France. Vous avez rencontré le président Macron et son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à un moment bien particulier de cette guerre dont vous êtes victime. Je rappelle que votre pays fait face aux attaques incessantes des Russes, encore ce matin sur Kherson. Dois-je rappeler que vous réclamez plus que jamais des armes aux autres pays qui vous soutiennent. Autour de cette table, pour vous interroger ce soir, Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, Julie Delage, rédactrice en chef de BFM TV, et Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales. Monsieur le ministre de la Défense, vous venez donc de passer 2 jours en France. Avez-vous obtenu ce que vous étiez venu chercher en termes de soutien et, soyons clairs, en termes d'armement? Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici en France et je suis en cours de programme. Il y a encore des entretiens en vue. Mon appréciation est très optimiste. Nous avons eu un échange très franc hier avec le ministre, M. Lecornu, et également avec M. le Président. Aujourd'hui, j'ai échangé avec le président de la Commission de l'Assemblée nationale pour la défense nationale et aussi j'ai rencontré le président Larcher, le président du Sénat. Nous avons parlé sans tabou. J'ai clairement expliqué nos priorités et donc notre priorité numéro 1, c'est la défense antimissile et défense sol-air, dans lequel nous utilisons déjà les systèmes français comme le système Crotale, très efficace. Et ensuite, un autre message que j'ai souligné et réitéré, que tous les armes français que l'Ukraine a reçues et également les armes des autres partenaires, l'Ukraine l'emploie uniquement en défensif. C'est très important à souligner. Un message que j'ai entendu, c'est le message de soutien jusqu'à la victoire, et ça c'était très important. Et tout le monde comprend que le pas suivant, après la fin de cette guerre, c'est la reconstruction de l'architecture de sécurité, de la nouvelle architecture de sécurité en Europe. C'est notre prochaine mission après la victoire. Il s'agit de l'Alliance et d'autres alliances d'avenir. Alors, vous venez de décrire, on va dire, des relations de confiance et des relations amicales, mais très concrètement, je vous repose ma question, est-ce que vous repartez avec des armes ? Notre échange d'hier et d'aujourd'hui, c'était important pour lancer des signaux et lancer des nouveaux process dans les tuyaux, parce que c'est des longs process. Mais par exemple, il y avait une annonce très importante pour nous, l'annonce des 12 nouveaux Césars. Ça va vraiment changer la situation, comme ça a déjà changé avec l'arrivée des premiers 18. Les armes françaises sont très efficaces. Et les Césars, les Crotales, nous sommes très reconnaissants à la France. Nous continuons notre coopération. Nos spécialistes réfléchissent au nouveau modèle, à d'autres potentialités, et ensuite les décisions politiques seront prises. Mais vous savez que les Ukrainiens demandent des chars lourds, et notamment des chars Leclerc aux Français. Les Allemands ont dit oui pour les Léopards, comme les Polonais. Est-ce que vous en avez parlé avec le président de la République, Emmanuel Macron, et qu'est-ce qu'il vous a dit, et avec le ministre Lecornu? Est-ce que la France, finalement, va ou doit? Est-ce que vous demandez toujours des chars Leclerc? Je précise que votre ministre des Affaires étrangères a redit hier que l'Ukraine comptait également vraiment sur la fourniture de chars Leclerc français. Nous avons parlé de tout et ce nom a été prononcé, Leclerc, mais la France a déjà joué un rôle très important dans cette coalition des chars. Grâce au leadership de la France, grâce à cette décision de livrer à l'Ukraine les AMX 10 RC, que la coalition des chars est née. Les autres ont suivi. Ça a fait l'effet de l'évier. Il y a les Abrams,
les Challenger. Demain, je rencontre le ministre de la Défense de Pologne et nous allons vraiment maintenant régulièrement se réunir en format la coalition des chars. Donc, le char Leclerc n'est plus dans les priorités de cette coalition. L'essentiel, maintenant, tout est question de maintien en conditions opérationnelles. Tout est question de l'effet de l'évier. Donc maintenant, nous allons voir, c'est beaucoup plus facile d'entretenir le matériel unifié. Et je pense que la valeur ajoutée de la France pourrait être ailleurs. Vous avez dit une chose très importante, les chars Leclerc ne sont plus la priorité de l'Ukraine. Et est-ce que vous demandez, par exemple, plus de chars AMX, les blindés légers? Oui, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est la défense air-sol, anti-missiles et anti-aérienne. Nous avons besoin de plus de systèmes Crotale, plus de missiles qui vont avec les systèmes Crotale. Nous avons besoin de plus de radars qui sont fabriqués par Thales. Ce n'est pas une publicité, c'est juste notre besoin, l'expression de notre besoin. Et deuxième priorité, c'est l'artillerie, les systèmes d'artillerie et les munitions pour l'artillerie. Nous avons déjà les Césars, le Danemark nous livre des Césars et donc il y a aussi la Grande-Bretagne. Et maintenant, nous avons besoin d'avoir un flux constant de munitions pour ces Césars et à l'artillerie. Et troisième priorité, ce sont les blindés à roues. Et donc, si la décision a été prise à MX-10, ce serait pertinent d'augmenter le parc parce que ensuite c'est un pool qu'il faut, c'est plus facile de gérer un pool. Combien vous en voulez de chars AMX à roues? On parle de plusieurs dizaines à nouveau. Comme Marc Millet, à l'époque, a dit, quand il y a la guerre, en conditions de guerre, on demande toujours plus, toujours plus. Et si on demande quelles sont les possibilités, quelles sont les réserves, parce que tout ce matériel, on a besoin pour défendre la vie de nos soldats et pour continuer et déoccuper nos territoires. Alors, outre les chars, vous avez besoin d'avions. On va écouter ce que disait Emmanuel Macron lundi soir. Il s'agit d'une rencontre avec le Premier ministre néerlandais. Il répond sur l'envoi d'avions de chasse à votre pays. Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de 3 critères. C'est que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. Alors, rien n'est interdit par principe, dit Emmanuel Macron. Vous a-t-on dit que notre pays était prêt à vous fournir, notamment des Mirage 2000, si la formation des pilotes est assurée en France, comme vous le souhaitiez ? Je voudrais juste apporter une précision. Pour l'instant, on n'a pas donné de nom des avions parce qu'on ne vient pas ici pour demander un avion concret. Nous avons expliqué nos besoins stratégiques. Nous avons besoin des moyens aériens, une plateforme aérienne pour l'aviation tactique pour renforcer notre défense air-sol. Et donc, il y a quelques plateformes au monde, F-6, F-16, Griffins et Mirage, et il y a d'autres. Nous sommes absolument francs et ouverts. Nous avons besoin d'aéronefs comme un élément, comme une composante de la défense air-sol, une aviation tactique pour protéger nos civils. Et ensuite, nous demandons des consultations de spécialistes. Quelle plateforme serait la plus pertinente et qui serait portée et la mieux adaptée pour utiliser les armes qui nous ont été données. Et donc, ma mission, c'est vraiment convaincre le partenaire qu'il faut maintenant créer et renforcer les capacités de l'Ukraine de se défendre en termes de la défense antimissile et défense sol-air. Je voudrais réitérer mon engagement solennel, qui est celui de mon pays, de ne pas utiliser ces armes quand défensifs. Nous allons les utiliser, oui, dans nos territoires occupés, mais pas contre le territoire de Russie. Pardonnez-moi, on va écouter la réponse de Joe Biden toujours lundi soir. C'est une réponse très laconique concernant les fameux F-16 américains. Les États-Unis vont-ils fournir des avions F-16 à l'Ukraine? Non.
J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Biden. Je l'ai rencontré à Varsovie au mois de mars, peu après, avant le début de la guerre. Après le début de la guerre. Mais j'ai déjà l'habitude comment avancent ces négociations. Quand au début de l'année 2022, je demandais juste les Stinger et on m'a dit non d'abord. Ensuite, je demandais les calibres 155. On m'a dit non. Ensuite, je demandais les HIMARS et on m'a toujours dit non au début. Et c'est normal. Mais ensuite, il y a toute une période de réflexion parce que quand on demande quelque chose, il faut d'abord faire un inventaire et évaluer ce qu'il y a de disponible, faire une étude de faisabilité. Et tout ce qui n'est pas possible aujourd'hui est possible demain. Donc vous espérez que Joe Biden va changer d'avis et qu'il vous dira oui? On sait qu'il va venir en Pologne dans quelques jours et qu'il va rencontrer les dirigeants européens et il va parler avec Zelensky directement. À moins vous pensez qu'il va dire oui finalement? À moins que vous suggériez que nous sommes parfois un petit peu longs à la comprenette. Je ne voudrais pas donner des pronostics et surtout parler avant que le dirigeant américain parle, le dirigeant de l'État ami. Mais je sais très bien que quand on dit non, c'est un non qui dresse un état de lieu aujourd'hui, mais pas demain. Et les États-Unis, c'est une puissance qui nous donne vraiment la plus grande aide. Et ils sont très pragmatiques dans cette aide. Et ils ont une évaluation précise de leur stock. Ils savent à quel moment ils peuvent donner. Ils disent ça, ça et ça. Et moi, je suis optimiste. Michel Goya. Oui, Monsieur le Ministre, une question qui concerne l'aide française. Tous ces équipements qui vous seront fournis s'accompagnent forcément d'une formation. La France est engagée à fournir au moins plusieurs milliers de soldats ukrainiens. Savez-vous si cette formation s'effectuera en France ou si les formateurs français, les instructeurs français seront ailleurs, en Pologne ou ailleurs? Les deux options sont possibles. Nous avons déjà l'expérience de formation en France de nos spécialistes d'artillerie, de nos équipages des Césars. Pour LRU aussi, les équipages ont été formés en France. Mais nous savons qu'il y a déjà les instructeurs français qui aident dans les autres formations dans les autres pays. Donc, nous allons se pencher sur cette question avec M. Le Cornu. Il y a des instructeurs français qui sont dans des pays d'Europe de l'Est et qui aident à la formation des Ukrainiens. Oui. Parce que vous rappelez, il y a aussi un programme de formation le fonds de soutien européen où la contribution de la France est considérable. Et ce fonds prévoit ça, cette formation des instructeurs français. Est-ce qu'il va y avoir également une formation des pilotes ukrainiens en France sur les Mirage 2000? Vous l'avez demandé, je crois. Est-ce que vous avez obtenu une réponse? Et pourquoi c'est si important, ces avions? Les Français voudraient comprendre pourquoi on va livrer des avions à l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas le risque d'une escalade, comme disent certains? Vous posez deux questions majeures. Je vous remercie. Je n'ai pas demandé une formation pour un type concret de l'avion. Par exemple, je n'ai pas demandé la formation pour les Mirages. Moi, je parlais seulement en termes de plateforme, d'aéronefs. Parce que c'est ensuite, évidemment, la question se pose, la question de formation se pose en amont. Et par exemple, nous avons demandé pour la formation de pilotes tous nos partenaires et les Britanniques, et nous avons demandé aux Français. L'État qui va commencer, il assurera le leadership, et ce sera un signal pour d'autres. Et nous aussi, nous avons déjà fait nos preuves. Nous avons fait nos preuves en termes de formation en artillerie. Les Ukrainiens ont très vite appris à utiliser les Césars. Maintenant, il y a une formation en cours pour les Patriotes. Et je suis sûre que nos pilotes seront très vite à même prendre les commandes des F-16, des Griffin et autre chose. Et des Rafales, vous avez dit. Merci, c'est même mieux. C'est même mieux.
Monsieur le ministre, vous avez noté que l'évolution de l'assistance qui vous est apportée par les Occidentaux et l'évolution vers des matériels de plus en plus performants. Ça crée aussi des contraintes nouvelles. Vous évoquiez la formation à l'instant. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la durée finalement? Parce que on a ces annonces, mais on sait aussi que ces équipements vont être livrés parfois dans 2 mois, parfois même dans plus longtemps. Et quelle est votre évaluation de ce calendrier? Parce que le plus vite possible, bien sûr, mais comment gérer cette contrainte de la formation et cette contrainte des délais de livraison, en réalité, de ces équipements entre l'annonce et la mise en service effective sur le champ de bataille? Et peut-être une question en miroir, parce que dans la guerre, il y a 2 adversaires. Comment est-ce que vous évaluez la situation des forces russes, puisque on parle de l'effet de la mobilisation russe, et qu'est-ce que ça veut dire dans cette affaire-là? Дякую. Перше. Merci. Et bien sûr, on veut qu'il y ait une accélération dans ce calendrier. Et je me rappelle que déjà au mois de mars 2002, je posais la question de formation pour nos artilleurs et pour nos tankistes. On a commencé les formations seulement en mai. Les formations pour les tankistes, on commence maintenant seulement. Donc il y a toujours un retard. Et évidemment, je voudrais qu'on rattrape le temps par rapport aux pilotes. Avant, quand la guerre a commencé, l'Occident pensait que l'Ukrainien tombe en 72 heures. Mais l'Ukraine a démontré qu'elle est capable de retenir la 2e armée plus grande du monde et elle est capable de mener des contre-offensives efficaces. Nous avons libéré la région de Tchernihiv, la région de Soumy, de Kharkiv, l'île de Serpent. Nous avons coulé le bateau amiral de la marine russe, Moskva. Cet exploit militaire qu'ont réalisé les Ukrainiens, couler Moscou qui repose au fond de la mer Noire, c'était il y a 100 ans qu'on a coulé dans la mer du Japon un autre bateau amiral. Donc moi, d'ailleurs, mon rêve, c'est après la guerre de plonger, parce que je fais du diving, je plonge en plongée sous-marine et je voudrais voir les restes de ce bateau Moscou au fond de la mer Noire. Donc, même sérieusement, je dis à tous les partenaires occidentaux, nous sommes dans un régime de transparence maximum. Nous avons un régime log-face. C'est une base de données de l'OTAN. Tous vos spécialistes ont accès et en temps réel peuvent vérifier où se situent sur le terrain les armes qui ont été données. Par exemple, ils voient est-ce qu'ils sont en maintenance, est-ce qu'ils sont dans tel endroit sur le front. Et vos attachés de défense peuvent venir et vérifier concrètement, in situ. Et il faut absolument cette relation de confiance. Votre contribuable doit savoir et vos citoyens doivent savoir, parce que ces armes sont données pour défendre les valeurs européennes. Après, il y a aussi les standards de formation. Par exemple, dans les standards de l'OTAN, pour former, il faut 3 mois pour former sur le César ou pour Crotal. Mais nos gars ont démontré qu'on peut vraiment être beaucoup plus efficace. On a été formés en quelques semaines. Pour les patriotes, normalement, on forme en 10 mois. Et notre ambition, c'est que nos spécialistes soient formés en 10 semaines. Donc, on est prêt de fonctionner dans ce mode-là. En ce qui concerne notre évaluation de l'ennemi, nous ne sous-estimons pas notre ennemi. Nous voyons qu'ils se préparent très sérieusement à l'offensive. Leur mobilisation ne s'est pas arrêtée. Ils déclarent 300 000, mais nous pensons qu'ils ont déjà réellement mobilisé 500 000. Et donc, ils ont déjà consommé en quelque sorte 150 000. Mais les autres ont été entraînés dans les camps, dans les polygones. Et selon les estimations les plus conservatives, par exemple les Américains donnent cette évaluation, ils estiment les pertes de l'ennemi, de la Russie, à la hauteur de 180 000 hommes. Nous estimons beaucoup plus. Mais voilà, je vous dis que là, dans ces effectifs, ils ont perdu leur meilleure force de frappe. Les troupes aéroportées qui étaient préparées, entraînées depuis longtemps. Maintenant, c'est des courts niveaux de préparation. C'est des gens récemment mobilisés. Vous nous dites que la Russie a déjà mobilisé 500 000 hommes. C'est une mobilisation cachée
qui est déjà là. Donc ça veut dire que vous vous attendez maintenant, vous redoutez, vous vous préparez à une offensive massive de la Russie. Vous confirmez ce chiffre? 500 000? Alors, je reprends. Officiellement, ils ont annoncé 300 000. Mais quand on voit combien de troupes sont massées aux frontières, et selon notre évaluation, c'est beaucoup plus. Mais il perd, en même temps, il perd ses effectifs. Par exemple, quand je dis 500 000, j'entends également aussi la compagnie militaire privée Wagner qui recrute dans les prisons, qui prend les repris de justice et qui aussi perd ses effectifs sur le front. Mais par rapport à les potentiels offensifs, oui, nous pensons que, étant donné qu'ils vivent dans la symbolique, dans les symboles, ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février. Et ils peuvent tenter une offensive à deux axes. Et ça peut être le Donbass, ça peut être le Sud. Et nous disons à nos partenaires, il faut que nous aussi, on sera prêts au plus vite, au plus vite. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'armes, pour contenir l'ennemi. Parce que tout se joue dans la guerre par l'initiative. On ne peut pas perdre l'initiative. Julia Delage. En France, Monsieur le Ministre, de nombreuses personnalités politiques s'inquiètent de la quantité d'armes que l'on livre à l'Ukraine, que ce soit la France ou même d'autres pays européens. Ce matin même, Marine Le Pen en a parlé. Écoutez. Évidemment que je souhaite la victoire, mais sauf qu'elle n'est pas possible, je viens de vous l'expliquer. C'est 200 000 hommes, l'armée ukrainienne. Ils ont perdu la moitié de leurs troupes. Ils se sont fait massacrer. C'est un fait, parce que c'est un pays qui ne peut pas faire face à une gigantesque puissance comme la Russie. Vous comprenez ça? Si l'OTAN ne rentre pas aux côtés de l'Ukraine, alors il n'y a pas de victoire militaire possible. Or, ce sera alors la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Non. Madame Le Pen parle de troisième guerre mondiale possiblement déclenchée. Et je précise, si vous ne suivez pas l'actualité politique française, qu'elle a été 2 fois au second tour de l'élection présidentielle dans notre pays. Madame Le Pen c'est très bien que Marine Le Pen veut la victoire ukrainienne, mais ces chiffres ils sont un petit peu loin de réalité. L'Ukraine avait 200 000 avant la mobilisation et avant la guerre, mais depuis cette guerre totale, nous avons mobilisé et tout le secteur des forces armées qui comporte donc le segment l'armée, mais aussi les gardes frontières, la garde nationale, c'est 1 million. C'est 1 million de personnes qui portent les armes. Et donc ça change la donne. Ensuite, nous avons des armes qui nous ont été données par les partenaires. Nous avons des HIMARS, et ça, c'était un des premiers game changers qui a changé la donne. Maintenant, quand on va recevoir les blindés et les chars lourds, ce serait un nouveau game changer. Et nous aussi, nous voyons que l'Ukraine résiste aux attaques massives des missiles et de drones. Par exemple, l'attaque récente de 26 janvier, 55 missiles, sur 55, 47 ont été abattus. Donc ça, c'est le taux d'interception assez impressionnant, en partie grâce à Crotal. Et donc, je pense que je suis beaucoup plus optimiste que Mme Le Pen. Alors, vous venez de nous dire 1 million de personnes peuvent se battre aujourd'hui en Ukraine. Ils le font ou ils peuvent le faire? 1 million, c'est les contingents de tout le secteur de la défense ukrainienne. Oui, 1 million d'hommes qui portent déjà les armes, qui ont reçu les uniformes et qui défendent l'Ukraine dans les différents endroits. Mme Le Pen dit qu'on est en train de se lancer dans une troisième guerre mondiale et que vous ne pouvez pas gagner cette guerre, que vous lui répondez-vous, lui, en quelques mots. Et elle dit que ce sera une guerre de 100 ans.
Un scénario pessimiste a déjà été annoncé au début de cette guerre que Kiev tombera en 72 heures. On nous a donné aussi 3 semaines pour toute l'Ukraine, mais ce n'a pas eu lieu. On a dit que le président sera en exil et les gouvernements également. Et non, le président Zelensky a dit « j'ai besoin des armes et pas le taxi ». Donc, je pense que l'Ukraine a clairement démontré qu'elle est capable de se défendre. Un grand nombre de territoires ont déjà été déoccupés. Kherson, la ville de Kherson, la ville de Izium, de Kupiansk. Et donc ça, c'est vraiment les faits. Moi, en tant que juriste, pour moi, c'est seuls les faits comptent. Et en plus, les Russes ont perdu les troupes d'élite, ceux qui ont été les mieux préparés. Par exemple, et en partie leurs pilotes d'élite, les pilotes d'hélicoptères et d'avions. Maintenant, on voit aussi que leurs missiles et leurs armes ne sont pas très précis parce qu'ils utilisent maintenant des vieux stocks et ils sont plus capables de fabriquer et produire aussi vite les nouveaux armes parce que c'est les sanctions qui ont sapé leur potentiel d'industrie. Et donc maintenant, nous attendons et il faut activement préparer le Nuremberg 2 pour les punir et ça aussi, ça va les arrêter. Monsieur le ministre de la Défense, quel est votre pronostic et combien de temps, selon vous, va durer cette guerre? On me pose souvent cette question et je dis que je ne peux pas faire des pronostics parce que j'ai laissé mes cartes tarot à l'hôtel et je n'ai pas pris ma boule de cristal. Mais à part cette boutade, je pense que les temps le plus dur sont traversés. Le pic, c'était mars-avril, le plus dur de l'année dernière. Et maintenant, l'armée ukrainienne a appris comment faire la guerre. Et c'est une erreur de penser que c'est une petite armée soviétique se bat contre la grande armée de type soviétique. Et là, évidemment, on pense que c'est un échec. Sauf que l'armée ukrainienne n'est plus sur un modèle soviétique. Nous avons déjà, notre armée, c'est un modèle occidental de l'armée. Depuis 2014, nous avons fait une pratique de guerre. Nos généraux n'ont pas été, même nos généraux n'ont pas été à l'armée soviétique, et sans parler de nos soldats qui ont vraiment élevé dans d'autres standards de l'armée. Donc moi, personnellement, j'ai la foi que l'année de 2023 peut devenir l'année de notre victoire militaire. Donc vous nous dites que vous allez gagner cette guerre? Oui, nous allons gagner. L'armée ukrainienne souffre tout de même dans certaines villes de l'Est. Est-ce que vous avez l'impression que l'armée russe trouve tout de même toujours un peu des ressources? Est-ce que vous avez peur d'une nouvelle offensive de grande ampleur? La situation à l'Est n'est pas pire qu'il y a un an, au début de la guerre. La situation, comme disent nos militaires, est difficile, mais elle est maîtrisée. Et nous ne battons pas la retraite en panique. Seulement, il est vrai qu'aux alentours de Bakhmout, que les Russes essayent de prendre pendant 5 mois une petite ville de Bakhmout et qu'ils n'arrivent pas. Alors, si c'est ça la ressource, je me demande, est-ce que c'est vraiment une ressource? Les forces ukrainiennes sont très mobiles, donc ils manœuvrent beaucoup. Mais pour l'instant, ils n'ont pas perdu Bakhmout. Et ils mettent en face pendant 5 mois non seulement les troupes régulières, mais aussi la compagnie militaire privée Wagner, les repris de justice. Et ils n'arrivent pas à prendre Bakhmout en 5 mois. Et nous, entre-temps, on a déoccupé la région de Kharkiv, on a déoccupé Kherson. Vous nous affirmez que Bakhmout, au moment où nous parlons, n'est pas tombé entre les mains des Russes. Et ne va pas tomber entre les mains des Russes.
J'affirme, l'Ukraine est contrôlée par la ville de Bakhmout est contrôlée par l'Ukraine. Et sur cet axe, les pertes russes, les Russes subissent des pertes énormes. Vous avez évoqué les victoires ukrainiennes, vous avez évoqué les difficultés russes, les pertes, mais sur le terrain, cependant, depuis 2 mois, vous n'avancez plus, les forces ukrainiennes n'avancent plus, et inversement, vous avez plutôt tendance à reculer. On avait évoqué tous les combats autour de Bakhmout, mais également dernièrement dans la région de Vuhledar. Comment expliquez-vous un peu ce retournement de situation ? Ça s'explique très facilement. Maintenant, nous sommes en saison où il est très difficile de mener une offensive contre-offensive d'envergure. Donc c'est beaucoup. L'état de sol ne le permet pas. Donc c'est plus facile de faire les opérations défensives tout en préparant la réserve pour une contre-offensive. Donc les former, notamment sur les matériels qui ont été livrés par les partenaires et choisir le moment venu pour se lancer dans cette contre-offensive. Cette offensive, contre-offensive, elle est planifiée par l'état-major et nous avons déjà pu libérer la rive droite de Dnipro, de la rivière Dnipro, Kherson et les alentours de Kherson. Nous avons déoccupé Kharkiv. Donc pour l'année 2022, nous avons rempli tous les objectifs qui ont été fixés par l'état-major ukrainien. Maintenant, notre objectif, c'est stabiliser le front et de se préparer à une contre-offensive. Maintenant, là, je suis civil, je suis ministre de la Défense, mais un civil, c'est les militaires qui décident. Et c'est leur expertise qui prévalent. Mais c'est quelque chose qui se prépare. Écoutons le président Zelensky, qui hier expliquait à quel point les combats étaient difficiles en ce moment, avant de donner la parole à Camille Grand. Aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les jours, j'ai eu plusieurs réunions avec les militaires et le chef du renseignement. Nous travaillons sur la situation dans tous les grands domaines opérationnels, mais aussi sur l'avenir, à quoi l'occupant se prépare et comment nous allons répondre aux tentatives des Russes de se venger. C'est absolument правильно. Notre président a appris d'avoir un dialogue ouvert avec sa société, avec la nation. Et il y a des gens qui pensent déjà dans leur tête que la guerre est terminée. Et non, il faut leur rappeler que la guerre n'est pas terminée, c'est une guerre très dure qu'il faut endurer. Je peux vous dire à titre personnel, 3 semaines seulement, j'ai eu besoin de 3 semaines pour accepter cette réalité de guerre. Et je n'arrivais pas à dormir. Et après, j'ai passé par une séance de psychothérapie que je me suis pris en main en me disant que ce n'est pas une distance de sprint, c'est un marathon qu'il faut courir. Donc, il faut tout simplement prendre le rythme de cette guerre et apprendre à vivre dans les réalités de cette guerre et viser la ligne d'arrivée. Donc voilà, et le président, il est franc, il dit que c'est difficile, mais on va gagner. Vous soulignez à juste titre l'extrême brutalité de cette guerre. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'effectivement les Français ne comprennent pas forcément, puisqu'on n'est pas sur le terrain. On est dans des volumes de pertes qui rappellent les guerres mondiales, la guerre de 14, et ce qui est extrêmement impressionnant. Vous évoquiez la nécessité de reprendre l'initiative, et de reprendre l'initiative sur le terrain. C'est toujours difficile, c'est plus difficile d'être à l'offensive. À quelles conditions vous pensez être en mesure de reprendre l'initiative? On évoquait les livraisons d'armement tout à l'heure. Est-ce qu'il faut renforcer vos propres forces, mobiliser davantage de votre côté? Est-ce qu'il faut... est-ce que ça va se jouer dans le mouvement, ou est-ce que ça va se jouer finalement sur l'effondrement de forces russes, comme on l'a vu à Kharkiv, comme on l'a vu à Kherson, où le faible moral de ces forces russes peut provoquer cette rupture stratégique? Et jusqu'où peut-elle aller, cette contre-offensive? Voilà.
Vous avez parfaitement raison concernant l'état des troupes, le moral des troupes. Autant le moral des troupes ukrainiens est fort, autant le moral des Russes est inexistant, ou plutôt amoral. On peut parler de l'amoralité de leurs troupes. Nous défendons notre droit de vivre dans un pays libre. Voilà ce qu'on défend. Et on défend notre pays. Et eux, qu'est-ce qu'ils défendent, eux? Ils défendent leur droit de voler un WC, ou leur droit de violer une femme, ou le droit de malmener les enfants. Voilà, c'est vraiment un contraste de civilisation, d'ordre de valeurs. Et pourquoi nous avons remporté ces victoires à Kherson et à Kharkiv? Nous avons préparé soigneusement notre stratégie. Nous avons préparé les HIMARS et avec les calibres 155, nous avons frappé sur leur chaîne logistique. Et c'est pour ça que nous avons coupé cette chaîne. Et aussi, nous avons pensé à nos soldats et nous les préservons, alors qu'eux, ils les utilisent comme la chair à canon. Et donc, nous attendons, nous choisissons bien notre moment, mais c'est pour ça que toutes ces dernières décisions ont été tellement importantes, comme la coalition de chars, le fait que nous allons recevoir donc les léopards, mais aussi les Bradley, les blindés Bradley. Et donc nous préparons ce qu'on appelle Iron Fist, tout simplement pour avoir cette force de frappe et pour continuer. Et évidemment, il y a le facteur météo, mais ça, c'est Dieu qui sera, que ça tout dépendra de ce facteur. Le président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, affirmait récemment que l'OTAN était prête à une confrontation directe avec la Russie, évidemment en cas d'agression. Que pensez-vous de ces propos? Pour moi, c'est simple. Nous avons déjà le sommet de l'OTAN à Madrid et on a clairement défini les menaces. Pour 10 ans, on a défini la Russie comme principal ennemi, principale menace pour l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut que les pays de l'Alliance préparent leur industrie, l'état de stock, parce qu'il faut se préparer. Et si jamais l'Ukraine tombe, qui est le prochain? Les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie. Et ce sont les pays de l'OTAN. Et il va falloir répondre. Moi, j'ai regardé une étude sociologique en Russie, mais il y a un an. 80% des Russes pensent que ce serait une bonne nouvelle d'occuper la Pologne. Donc les Russes, ils ne vont pas s'arrêter d'eux-mêmes. Il faut les arrêter. Et donc le champ de bataille doit être l'Ukraine. Il faut les arrêter en Ukraine pour ne pas verser les sangs des autres nations, les sangs par exemple des Français, laissons gagner l'Ukraine. Monsieur le ministre, la relation de l'OTAN avec l'Ukraine remonte à 2008, au moment de la candidature ukrainienne, qui depuis a peu avancé, mais en même temps, dans le même temps, l'armée ukrainienne s'est énormément rapprochée des normes et des standards de l'OTAN. Vous avez dit dans une interview récente que l'Ukraine était de facto membre de l'OTAN. Et comme vous êtes juriste, vous savez bien que ça n'emporte pas toutes les conséquences que d'être partie au traité. Mais comment est-ce que vous voyez cette relation évoluer dans les mois et les années qui viennent? Et comment est-ce que vous imaginez l'armée ukrainienne, au lendemain de la victoire que vous annoncez, se positionner sur la scène européenne? C'est la question que j'aime bien. Tout d'abord, je regardais combien il y a de standards de l'OTAN. 1200 et quelques. Nous avons déjà en conformité avec plus de 200
standard. Et je demandais aux pays, ceux qui sont devenus membres de l'OTAN après 1997, combien de standards vous êtes en conformité? Et la réponse honnête de ces pays était 30-40% seulement. 30-40%. Ça veut dire que tous les standards ne sont pas obligatoires. Par exemple, si les pays n'ont pas de flotte, n'ont pas de la marine, donc ils ne sont pas obligés de donc vous nous dites que vous êtes déjà dans l'OTAN. Nous sommes en train d'acquérir notre droit d'être membre à part entière de l'OTAN, puisque d'une part nous avons reçu les armes qui sont conformes aux standards. Nous travaillons notre interopérabilité selon les standards de l'OTAN. Il nous reste trois choses. Première chose, être transparent et en termes de logistique, en termes d'achat. Deuxième chose, planification des opérations. Et troisième chose, c'est le contrôle démocratique exercé sur la gestion militaire des armées. Donc, beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Le système LOCFAX est déjà en place. On peut contrôler tout ce matériel. Et après la victoire, il y a une décision politique. Et s'assurer aussi qu'il n'y a plus de corruption en Ukraine et que vous faites le ménage, comme on dit dans cette formule célèbre, dans les écuries d'Augias. Alors qu'on a vu des gouverneurs qui ont démissionné, un vice-ministre qui a dû démissionner, des gens qui ont été l'objet d'enquêtes. C'est préoccupant parce qu'on se dit, est-ce qu'il y aura finalement un danger à fournir des armes si elles sont l'objet de corruption? Et ça serait un obstacle à l'entrée dans l'OTAN. Et dans l'Union européenne, d'ailleurs. Tout d'abord, moi, je voudrais vivre dans une Ukraine nouvelle, un pays européen et moderne, un pays avec une tolérance zéro pour la corruption. Moi, je voudrais que mes enfants vivent dans un pays européen. Et avant la guerre, 2 mois avant la guerre, j'ai déjà lancé une grande bataille contre la corruption et pour la transparence. J'ai pas eu le temps. J'étais pris de court par cette guerre. Donc, à mon poste, je continue néanmoins, même pendant la guerre, je ne quitte pas ce cheval de bataille. Vous évoquez le récent scandale lié à la corruption. La situation est simple, mais en même temps difficile. Vous savez qu'on est en temps de guerre et tous les achats pour les armées sont confidentiels. Mais en même temps, il faut exercer un contrôle de la société sur l'utilisation de l'argent public. Donc, il faut vraiment garder un équilibre pour garder le secret de l'armée, pour les besoins de sécurité, et en même temps de contrôler le budget. Et donc, moi, j'ai saisi le Parlement, la Commission, pour changer la législation, pour ouvrir une partie, donc fermer, même pendant ce temps de guerre, une partie des achats, pour que la société et le Parlement puissent exercer le contrôle externe sur ce poste. Et donc, vous m'avez demandé, après la victoire, qu'est-ce qu'il faut? On m'a dit, il faut que l'Ukraine change. Elle doit démontrer que c'est un nouveau pays, c'est un pays qui fonctionne différemment pour continuer à bénéficier de l'aide. Mais c'est important pour qui? Pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et vous excluez complètement la présence de soldats occidentaux de l'OTAN dans cette guerre, une participation de l'OTAN dans cette guerre? C'est exclu? Il n'y a pas de danger, de risque, d'extension du conflit? Je pense que c'est exclu et je vais donner des raisons pourquoi. Poutine, il voit comment les armes de l'OTAN sont efficaces et ça en nombre limité. Et déjà sur le terrain, il perd. Poutine sait très bien que s'il entre réellement en conflit avec vraiment les pays de l'Alliance, il perd à 100%. Donc c'est pour ça qu'il présente
sa guerre en Ukraine comme la guerre contre l'Occident. Et il explique à l'intérieur, pour sa politique intérieure, pour sa société, nous ne pouvons pas pour l'instant gagner, remporter, parce que contre nous, il y a l'OTAN, il y a les armes de l'OTAN, il y a les troupes de l'OTAN. Alors qu'en réalité, il affronte que l'armée ukrainienne. Donc Poutine sait très bien, et les généraux de Poutine savent très bien qu'ils sont incapables de gagner dans cette guerre, et il ne va jamais s'attaquer à l'Alliance. On va parler Jeux Olympiques avant de nous séparer. Monsieur le ministre, votre pays, l'Ukraine, a demandé à la France, qui organise les Jeux Olympiques, de prendre position et de prendre la décision d'exclure les athlètes russes. Écoutez, puis on en parle juste après. J'ai envoyé aujourd'hui une lettre au président Macron à ce sujet, dans la continuité de la conversation que j'ai eue avec lui le 24 janvier. Alors que nous nous préparons pour les Jeux Olympiques de Paris, nous devons être sûrs que la Russie n'utilisera pas cet événement ou tout autre événement sportif pour promouvoir son agression ou son chauvinisme d'État. Dans la première moitié du XXe siècle, trop d'erreurs ont été commises qui ont mené à des tragédies terribles. Il y a eu aussi une grande erreur commise au moment des Jeux de 1936. Le mouvement olympique ne doit pas servir les intérêts des États terroristes. Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que vous avez posé la question? Au président. Au président. Je vous dirai franchement, je souscris entièrement à ce que dit le président ukrainien et la position de mon pays. Les Russes et les Biélorusses n'ont pas droit de participer, et surtout les Russes, parce que leur armée, c'est une armée des violeurs et des terroristes. Et vous savez que la plupart des sportifs russes ont des grades dans les armées, donc ils sont étroitement liés avec leurs clubs sont liés à l'armée. Mais je n'ai pas évoqué cette question avec le président Macron. Ça veut dire que vous n'avez pas de réponse au moment où nous parlons. Moi, je ne suis pas au courant. Merci infiniment, Oleksiy Reznikov, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Merci, monsieur le ministre de la Défense ukrainienne, de votre présence exceptionnelle sur notre chaîne, première chaîne d'information française.